Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Layup, ton nouveau rendez-vous qui traite de la NBA chaque jour ou presque, d'un ton humoristique, sympa et malin. On commence tout de suite avec les news. Oui, les news sont un petit peu faiblardes en ce moment étant donné qu'il n'y a aucun match, mais il y a quand même quelques news. Tout de suite, les news. On commence avec la news la plus hot du moment, elle nous vient de Denver, et c'est Jamal Murray qui nous fait profiter de son confinement à lui, il est très généreux. Merci Jamal. On enchaîne avec LeBron James qui continue d'entretenir la machine. La First Coronavirus Team que nous propose Jake de Sport Design avec à la main Marcus Smart, à l'arrière Donovan Mitchell, sur l'aile Kevin Durant, en poste 4 Christian Wood et en pivot notre Rudy Gobert national. En parlant de Rudy Gobert, je ne sais pas si vous avez pu lire l'interview d'Evan Fournier qui revient sur tout le souci autour de Rudy Gobert qu'on appelle maintenant le patient zéro et cette révolte qu'il a qui est plutôt à mon avis normale. Sur le fait qu'on le pointe un peu du doigt aux États-Unis parce qu'il est européen, parce que c'est le premier, et qui nous dit d'ailleurs que c'est pas Donovan Mitchell qui a d'abord contaminé Rudy Gobert. Rudy, on est avec toi. Evan, on t'invite quand tu veux dans l'émission. Sinon, en ce moment, vous pouvez profiter du NBA League Pass gratuitement. Alors effectivement, il n'y a plus de matchs en direct toutes les nuits, mais vous pouvez revoir tous les matchs de la saison passée, ce qui est quand même plutôt cool. Pour finir, les joueurs ne cessent de s'entraîner, et c'est notamment le cas de Trae Young qui s'entraîne au concours de shoot à 3 points, mais avec ses chaussettes. On vous partagera de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo, hormis celui de Jamal Murray. Vous irez chercher les coquines. Allez, c'est fini pour les news. On enchaîne tout de suite sur le gros dossier. Dans le gros dossier, aujourd'hui, on va revenir sur nos 5 déceptions de la conférence Est. Je vous explique vite fait, on va faire 5 déceptions, 5 équipes qu'on trouve à leur place et 5 équipes qui nous ont surpris pour chaque conférence. On commence avec les déceptions. Alors par la déception, je ne vais pas prendre les 5 plus mauvaises équipes, je parle vraiment des déceptions par rapport aux attentes, par rapport au roster, par rapport aux prévisions qu'on avait pu faire en début de saison. Alors tout de suite, nos 5 déceptions de la conférence Est. Et notre première déception de la conférence Est n'est autre que les Atlanta Hawks. Magnifique franchise de la Géorgie, les Atlanta Hawks ont le magnifique bilan de 20 victoires pour 47 défaites et se situent actuellement à la 14e place de la conférence Est si la saison s'arrêtait maintenant. Avec à la main Trae Young qui commençait sa 2e année après une saison rookie vraiment très réussie, avec un John Collins très jeune et revanchard qui est plutôt efficace à l'intérieur, avec Kevin Huerter, le Klay Thompson de Atlanta Hawks, avec l'arrivée des rookies Cam Reddish, avec DeAndre Hunter, avec la dernière saison de Vince Carter. Bref, il y avait vraiment de quoi s'enthousiasmer en début de saison pour Atlanta, avec un roster riche, jeune, quelques anciens, avec une équipe que je pensais franchement qui serait à la lutte pour les playoffs, si ce n'est dans le top 8 de la conférence, quand on voit en fait la faiblesse de cette conférence Est année après année. Je parle pas du haut de tableau, mais bon, la 8e place, c'était franchement quelque chose qu'ils pouvaient viser dès cette saison. Et là, en fait, ils ont visé franchement que dalle. Ils ont été plutôt mauvais du début à la fin. Ok, ils n'ont pas été aidés avec la suspension de John Collins dès le début de saison pour 25 matchs. D'autant plus que Trae Young fait une 2e saison extraordinaire, avec quasiment 30 points de moyenne, avec plus de 9 passes décisives. C'est vraiment un niveau statistiquement de MVP presque. C'est du quasiment jamais vu pour un sophomore. Le problème, c'est les résultats. À un moment donné, il faut quand même gagner des matchs. Trae Young est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est une équipe qui tourne à 24 passes décisives de moyenne. Quand on sait qu'il y a un joueur qui en fait quasiment 10, ça veut dire que c'est hyper pauvre. Tout passe par Trae Young. On a une attaque qui est carrément très moyenne. Je vous parle même pas de la défense, comme je vous l'ai dit. 150 points encaissés plusieurs fois sans prolongation, c'est catastrophique. C'est pour ça que je le passe dans nos déceptions. Déjà par rapport à leur classement, à leurs différents ratings, mais aussi par rapport à ce qu'on pouvait en attendre par rapport aux joueurs qui sont sur le terrain. Alors pour chaque déception ou pour chaque surprise, on aura à chaque fois une question de la tablette. Je serais tenté de dire non,
On peut encore lui donner une petite dizaine de matchs, voire une fin de saison, si on arrive à jouer cette fin de saison, pour essayer de voir si Lloyd Pierce arrive à faire quelque chose de ces Atlanta. Moi, je serais pour de le virer assez rapidement, même si c'est pas une question de virer de personne et tout, mais bon, il a eu sa chance avec ce groupe qui, pour moi, est très talentueux dans une conférence Est, et finir 14e, c'est une faute professionnelle. On verra si ça vient vraiment du coach avec un changement. Pour moi, un Kenny Atkinson, beaucoup de gens en ont parlé depuis qu'il est viré, on le voit un peu partout. Kenny Atkinson pour superviser les jeunes du côté d'Atlanta, ça serait pas mal. Et puis le fait d'avoir offert une si triste fin de carrière pour Vince Carter, déjà qu'elle s'arrête plus tôt, mais en plus c'est la 14e place de la conférence Est, bah écoutez, moi je trouve ça un peu triste. On enchaîne avec une franchise du Michigan, et ce n'est autre que les Detroit Pistons. Glorieux passé des Bad Boys et qui aujourd'hui sont dans les tréfonds de la conférence Est. Ils sont à l'heure actuelle 13e. Il n'y a pas grand-chose de formidable à sortir de cette saison des Detroit Pistons, mais on va quand même essayer. 21e au rating offensif, 23e au rating défensif. On est vraiment médiocre. Cette saison de Détroit, comment elle peut être résumée ? Bah, on a fait le ménage. Oui, on a fait le ménage parce qu'on s'est quand même débarrassé de Reggie Jackson, d'Andre Drummond, de Markieff Morris, donc on a enlevé quand même 3 éléments essentiels du 5 majeur. Justement, que dire de Détroit ? Eh bien c'est compliqué parce qu'en fait c'est quand même une saison qui a été catastrophique au niveau des blessures. On a un Blake Griffin qui a pu jouer sur une jambe une petite vingtaine de matchs. On a Luke Kennard qui a été une belle surprise en début de saison mais qui malheureusement a dû quitter l'équipe très rapidement. Reggie Jackson qui quand il était là, finalement, je sais pas s'il a joué 10 matchs. Difficile pour un Dwayne Casey de mettre quelque chose en place avec des joueurs, avec des cadres qui sont tout le temps absents. On peut se réjouir parce qu'en fait ces blessures ont permis l'éclosion d'un Christian Wood qu'on a trouvé quand même assez exceptionnel sur cette fin de saison, qu'on a d'ailleurs retrouvé dans notre First Coronavirus Team. Et puis ça a permis à un joueur comme Sekou Doumbouya, notre jeune français, joueur le plus jeune de la ligue, et qui nous a fait des débuts tonitruants. On se rappelle de son dunk énorme sur Tristan Thompson. On se souvient de quelques petits double-doubles avant de frapper un peu sévèrement dans le Rookie Wall. C'était quand même de bon augure pour notre Français. On se souviendra de Derrick Rose dans sa lignée de sa plutôt bonne saison avec Minnesota, en sortie de banc, mais aussi parfois titulaire, qui doit être dans les 18-19 points de moyenne. Plutôt pas mal, mais quand on voit qu'une des réjouissances de cette saison pour Détroit, c'est Derrick Rose, bah, c'est un peu triste. On n'a pas vu grand-chose en attaque, on n'a pas vu grand-chose en défense. Une stat plutôt pas mal, eh bien Détroit est la dernière équipe de la Ligue au nombre de rebonds pris par match. Quand on sait qu'Andre Drummond, le plus gros rebondeur de la Ligue, a été dans l'effectif pratiquement toute la saison, c'est quand même un peu dégueulasse. Que dire de plus ? Eh bien, on va poser la question à notre tablette du coach. Très bonne question de la tablette du coach qui nous demande quel avenir pour Blake Griffin et Détroit. C'est quand même la superstar de cette équipe, transférée il y a maintenant quasiment 2 saisons en provenance des Clippers. L'année dernière, c'était sa première saison pleine avec Détroit. Et quelle saison ! Probablement sa meilleure en carrière. Il était quasiment, si l'équipe avait des meilleurs résultats, il était presque au niveau d'un MVP. Exceptionnel, il se blesse en fin de saison. Il joue tant bien que mal 2 matchs de play-off sur une jambe où quand même il arrive à apporter. Et alors cette saison, il arrive, mais alors catastrophique. C'était l'ombre de Blake Griffin qu'il y avait sur le terrain. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire de lui. J'espère qu'il va revenir en bonne santé parce que c'est quand même un joueur qui a aujourd'hui 30-31 ans, donc qui n'est pas tout à fait fini. Et s'il arrive à revenir avec des qualités à peu près potable, c'est quand même quelqu'un qui peut énormément apporter à cette équipe. Alors après, est-ce que Détroit veulent compter sur lui ? Est-ce que cette équipe va construire quelque chose sur un joueur de 31 ans qui revient de blessure, certes un All-Star, mais autour, qu'est-ce qu'il y a ? Sekou Doumbouya, qui est vraiment complètement en construction, Luke Kennard, qui au mieux, à mon avis, est un 6e homme, Thon Maker, Christian Wood. Bref, Détroit a perdu la plupart de ses meilleurs joueurs et finalement n'a absolument rien récupéré en contrepartie. Donc l'avenir, à mon avis, pour Détroit, c'est catastrophique. Ça peut être une traversée du désert qui peut être très longue. On ne leur souhaite pas. Et je pense que la seule étoile dans le ciel pour eux, eh bien, ça serait que Blake Griffin revienne en pleine forme et qu'il puisse l'échanger contre quelque chose, un jeune de potable ou des tours de draft. On enchaîne tout de suite avec une franchise de l'Illinois. On n'est pas très loin de Détroit et c'est bien sûr Chicago Bulls.
Et oui, Michael doit être triste de voir la franchise de Chicago, même si le propriétaire des Charlotte Hornets en a peut-être rien à faire. Pour nous, c'est un peu triste de voir une franchise aussi mythique se maintenir dans les bas-fonds de la NBA. Ils sont actuellement 11e. Alors peut-être qu'on les attendait pas beaucoup plus haut, mais en termes de jeu, on n'a pas vu grand-chose. Une équipe qui compte quand même Satoransky, Chris Dunn, Kobe White, Zach LaVine, Lauri Markkanen, Wendell Carter Jr., Otto Porter. Dans la ligue, surtout dans la conférence Est, c'est une équipe qui doit vraiment viser les playoffs. Et franchement, on en est loin. À part un Zach LaVine, quand même, est une bonne surprise cette saison, parce que c'est un joueur qui passait la barre des 25 points, c'est pas rien. Toujours pas un grand défenseur. Il n'arrive pas à avoir l'impact dans cette équipe, il n'arrive pas à leur faire gagner suffisamment de matchs pour que les Bulls existent dans cette conférence Est pourtant faible. La déception pour moi, c'est Lauri Markkanen. Je pensais qu'il allait vraiment, peut-être même être le franchise player en devenir de cette équipe, ou alors former vraiment un duo hyper fort avec Zach LaVine. C'est absolument pas le cas. Pour avoir vu malheureusement quelques matchs des Bulls cette saison, Lauri Markkanen, même dans l'attitude, il n'est pas là. Alors statistiquement, il n'est pas du tout là, mais même dans l'attitude, on a l'impression que c'est un fantôme sur le terrain qui se contente de shooter à 3 points quand il veut. Alors que c'est un mec qui a un physique, qui a une technique. On l'a vu notamment à l'Euro il y a maintenant 3 ans. Enfin, c'est un super joueur qui était hyper prometteur après une saison rookie intéressante. Je pense qu'il faut qu'il se ressaisisse et qu'il forme avec Zach LaVine le duo qu'on attend. Dans les bonnes surprises, on a le rookie Cody White, une espèce de bombe ambulante, un shooter du tonnerre, qui doit encore apprendre, à mon avis, en termes de gestion du jeu, si vraiment il doit jouer à la main. Je pense qu'avec en plus son physique, faut qu'il joue à la main. Mais on l'a vu cartonner en fin de saison, un petit peu au début de saison aussi, et c'est quand même une des rares bonnes surprises de la franchise de Chicago. Thomas Satoransky, par moment, on a vu le joueur qui peut être, c'est-à-dire un mec qui peut enchaîner les triples-doubles, comme on l'a vu avec la République tchèque pendant la Coupe du Monde, mais qui l'a montré que trop peu souvent. Wendell Carter Jr., trop souvent blessé, on ne sait pas encore ce qu'il vaut, qui va pas tarder à devenir une déception. Allez Wendell, on se bouge le cul. Otto Porter Jr., un joueur où moi j'en attendais beaucoup quand il a signé ses gros contrats à Washington. Bon, on a vu que ça serait jamais ce joueur extraordinaire qu'il aurait pu être, parce qu'il a la taille, il a les qualités techniques, il a tout pour être un très grand joueur. Malheureusement, je pense que c'est aujourd'hui un sous-Rudy. Quand même pas extraordinaire par rapport au salaire auquel il est payé. En bref, Chicago est pour nous une grosse déception de cette conférence Est, mais qu'en pense la tablette du coach ? Merci la tablette. Non, au-delà de ça, effectivement, je pense qu'il a les qualités physiques pour défendre sur n'importe quel arrière de la ligue. Et il va falloir effectivement qu'il montre l'exemple, faire les efforts en défense, et peut-être pour montrer l'exemple à cette équipe qui a besoin d'une âme, d'un supplément d'âme. On a l'impression que finalement lui fait ses stats, les autres de temps en temps y jouent, et finalement on n'arrive pas à trouver une osmose, une cohésion qui permettrait à Chicago de voir plus haut. Et on enchaîne maintenant avec une franchise de New York. Et non, ce ne sont pas les Knicks, mais bien les Brooklyn Nets que j'ai mis dans mes déceptions de la saison. Certes, Brooklyn, au moment où la saison s'est arrêtée, est quand même 7e, donc qualifié et playoffable, mais pour moi, on en attendait quand même vachement plus de la deuxième franchise de New York. Effectivement, en début de saison, avec la signature de Kyrie Irving, de Kevin Durant et de DeAndre Jordan, on attendait quand même franchement plus de cette équipe qui nous avait montré beaucoup d'osmose et beaucoup de bonnes choses la saison passée sous les ordres de Kenny Atkinson. Remplacer D'Angelo Russell par Kyrie Irving, pour moi, c'était quand même une bonne chose. Rajouter DeAndre Jordan dans la raquette, à une équipe qui tournait déjà, à un fond de jeu qui était plutôt intéressant, à un gros Spencer Dinwiddie, à un Caris LeVert qui est bien revenu de sa blessure, à un Jarrett Allen qui fait figure maintenant de pivot très respectable en NBA, ça faisait une équipe, franchement, qui pour moi avait de l'allure et devait vraisemblablement se classer dans le top 4 et viser l'avantage du terrain dans cette conférence Est. On est bien loin d'avoir ça. Déjà, on n'a pas retrouvé cette envie et cette osmose qu'on avait l'année dernière à Brooklyn. Deuxièmement, on a un Kyrie Irving qui, même quand il est là, parce qu'il n'a joué que 20 matchs, n'a pas rayonné sur ses coéquipiers comme il devait le faire. Individuellement, il a été hyper bon, plus de 28 points par match, mais il n'a jamais vraiment pris le lead de cette équipe. On a eu aussi des problèmes à l'intérieur. Quid du pivot titulaire, Jarrett Allen ou DeAndre Jordan. Visiblement, DeAndre Jordan était hyper soutenu par Kyrie Irving et Kevin Durant. Jarrett Allen, qui pour moi est un pivot encore en devenir, se devait d'être titulaire. Malheureusement, ils ont fait le va-et-vient. Finalement, la fin de saison catastrophique avec carrément la démission de Kenny Atkinson, qui prouve que finalement, il n'y a jamais eu d'osmose au sein du vestiaire et que ça a carrément été un bordel. Bon, ils ont quand même gagné 30 matchs sur 34 défaites, mais ils sont même pas à 50% de victoire. C'est quand même très très loin de ce qu'on attendait de cette équipe de Brooklyn. Et j'espère que l'an prochain, avec l'arrivée de Kevin Durant en patron de l'équipe,
et j'espère aussi en bonne santé, nous permettra de vraiment voir une équipe qui doit directement viser le titre. D'ailleurs, j'ai une question pour toi, l'internaute et le connaisseur de la NBA. À ton avis, quel coach pour Brooklyn l'an prochain? À noter dans ce manque d'osmose, notamment en attaque, 23e seulement au rating offensif. On a vu par moments un très bon Spencer Dinwiddie, qui à mon avis on a fait un petit peu trop, d'ailleurs on l'a un peu moins vu sur la fin de saison. On a vu un très bon Caris LeVert, mais qui a été beaucoup blessé aussi. Donc c'est vrai que cette équipe a quand même dû jouer avec beaucoup de blessures, avec des éléments nouveaux, et avec visiblement un gros bordel dans le vestiaire. Qu'en pense notre tablette du coach? Encore une fois, une excellente question de la part de notre tablette. Eh bien, je pense qu'on en revient à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Je pense que tout viendra quand même d'un coach qui saura les encadrer, tout en leur laissant quand même suffisamment de liberté. Je pense qu'un joueur comme Kevin Durant, il sait à peu près ce qu'il doit faire sur le terrain. Mais ça passera aussi par un Kevin Durant patron, par une hiérarchie qu'il n'y a pas en ce moment dans cette équipe. Il faut qu'il y ait un patron, il faut qu'il y ait un lotement, et il faut qu'il y ait des joueurs derrière qui connaissent exactement leur rôle pour que cette équipe puisse viser vraiment le titre. Moi, j'y crois. Allez, Brooklyn! Et on termine par une 5e déception de cette conférence Est, et là, je risque d'en choquer plus d'un. La 5e déception vient de Pennsylvanie. Ce sont les Philadelphia 76ers. À l'heure où la saison s'est arrêtée, l'équipe est quand même 6e. L'équipe compte 39 victoires pour 26 défaites. Elle est 6e au rating défensif. Un 5 majeur où t'as Ben Simmons, Josh Richardson, Tobias Harris, Al Horford et Joel Embiid. Tu l'attends pas dans le ventre mou de la conférence Est. Non, tu l'attends tout en haut. Moi, j'en faisais même mes favoris pour le titre. Je pensais que ce 5 majeur-là, il y aurait pas grand monde qui pourrait défendre là-dessus. Les questions qu'on pouvait se poser en début de saison, notamment de la compatibilité entre Al Horford et Joel Embiid, aucune réponse favorable. On n'a rien vu. Et même défensivement. 6e au rating défensif, c'est pas mal. Mais moi, je les attendais dans le top 3 du rating défensif. Ben Simmons, j'adore ce joueur. Pour moi, il rayonne, il est extraordinaire. Le problème, c'est tant qu'il prendra pas ses tirs, il n'aura pas l'impact qu'il peut avoir sur la ligue. Et je parle pas forcément qu'un shoot à 3 points. Ne serait-ce qu'un shoot à mi-distance. Joel Embiid, venons-en au fait. Est-ce qu'il a envie de jouer? Est-ce qu'il a envie de se bouger? On a parlé de problèmes physiques, déjà l'an dernier en play-off. Mais franchement, on n'a pas retrouvé ce Joel Embiid qui a envie de bouffer. Certes, il a fait ses stats, mais je pense que ce joueur-là, qui peut être un des joueurs les plus impactants de la NBA, ne l'a pas été cette saison. Est-ce que le problème, c'est sa compatibilité avec Al Horford? Effectivement, Al Horford, ce joueur hyper intelligent, capitaine de la défense de Boston, et qui finalement, là, a été un peu timide, et a essayé de combler les brèches, mais n'a pas réussi. D'autant plus qu'il a signé un gros contrat sur 3 ans, malgré 34, 35 ans maintenant. Philadelphie risque de regretter un petit peu. Josh Richardson, c'est hyper dur à dire, était un super joueur l'an dernier à Miami. Effectivement, il doit être dans un rôle plus réduit. Mais on en revient à cette hiérarchie. Quelle est la hiérarchie dans cette équipe? Qui est le patron de cette équipe? Après, il y a quelques jeunes qui nous ont montré des trucs sympas, notamment Matisse Thybulle, déjà un impact en 3&D, et je pense que ce joueur peut donner quelque chose de très intéressant sur les lignes arrière. Fourkas Korkmaz, le Turc qui a pris ce rôle de shooter qui a été laissé par JJ Redick. Effectivement, JJ Redick va beaucoup manquer à cette équipe qui finalement est beaucoup trop compactée dans la raquette et qui a besoin de shooters pour pouvoir un peu espacer le jeu. Est-ce que Brett Brown a vraiment les épaules pour pouvoir coacher une écurie comme ça qui vise le titre? Effectivement, il y a des ajustements à faire. Ce 5 majeur, beaucoup trop compact comme je l'ai dit, permet pas un spacing suffisant. Ils ont essayé de gérer ça avec l'arrivée cette saison de Alec Burks et des Glenn Robinson III, qu'on a vu pas mauvais par moment. Glenn Robinson se demandait ce qu'il foutait là, on l'a vu pourtant faire des bons matchs. Et la surprise de cette fin de saison, Shake Milton sur les lignes arrière, un shooter excellent qui a notamment fait beaucoup de mal aux Clippers. On se demande ce qu'ils ont foutu cette saison, quand on a vu qu'il manquait quand même d'arrière-shooter toute la saison et que ce mec-là il était sur le banc et qu'ils ne l'ont jamais fait jouer. On en revient à cette question, est-ce que Brett Brown finalement est le bon coach pour driver cette équipe? C'est pas sûr. Je serais très intéressé de savoir ce que vous pensez des Sixers, mais en attendant on va essayer de répondre à la question de la tablette. Très bonne question, est-ce la fin du process? Personnellement, je pense que pour très bien utiliser ce joueur qu'est Ben Simmons, il faudrait quasiment créer une équipe comme ça a été fait à Milwaukee avec Antetokounmpo. Avec une équipe orchestrée autour de lui, avec beaucoup de shooters, avec lui à la baguette, qui va tout le temps percuter, avec sa vision du jeu, il pourrait vraiment faire quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, la question n'est pas là. Est-ce que vraiment on peut jouer le titre avec Ben Simmons et Joel Embiid? Moi, je le pense. Et Brett Brown en coach? Peut-être pas. Est-ce que Al Horford doit sortir du banc? Est-ce que Al Horford doit être tradé? À mon avis, c'est très compliqué vu le contrat qu'il a signé. Faut essayer de remettre des shooters dans le 5. Faut essayer de peut-être rabaisser un petit peu cette ligne arrière pour avoir plus d'espace pour Embiid. Faut essayer d'avoir un petit peu plus
plus de fond de jeu. Moi, quand j'ai vu cette équipe-là, j'avais l'impression que c'était chacun son tour et que finalement, leur classement, ils sont quand même 6e. C'est uniquement grâce au talent de leurs individualités. J'ai jamais vu une réelle osmose. On n'en a pas parlé, mais comment être aussi mauvais à l'extérieur? Une équipe qui perd que 2 matchs à la maison et qui a même pas un bilan positif à l'extérieur. Comment tu veux pouvoir viser le titre avec des stats pareils? Je serais curieux d'avoir votre avis sur les Sixers qui, pour moi, en début de saison, était réellement un favori pour le titre. Donc, quel va être notre champion de la loose, notre champion des déceptions, notre pire déception de la conférence Est n'est autre que... les Atlanta Hawks! Et oui, Atlanta est pour moi la plus grosse déception de cette conférence. Ça s'est joué de peu avec Philadelphie qui vraiment m'a beaucoup déçu. C'est le pire bilan de ces 5 équipes. C'est une défense catastrophique, c'est une attaque franchement pas bonne. Offrir une aussi mauvaise sortie à Vince Carter, franchement, non, c'est pas possible. On parlait de cette équipe comme des nouveaux Golden State Warriors qui prenaient comme modèle. J'aurais un conseil à leur donner, essayez de plus faire jouer Trae Young sans ballon. Regardez le jeu sans ballon d'un Stephen Curry. Alors effectivement, c'est facilité par, à l'époque, un jeu des Warriors hyper léché. Atlanta a les moyens de faire ça, et imaginez un Trae Young avec un gros jeu sans ballon, je pense que les défenses adverses, elles vont péter un câble. Donc, moins la balle dans les mains de Trae Young, même si il rayonnera toujours sur le jeu, même si je pense qu'il a un talent de passe indéniable et un shooter extraordinaire. Donc franchement, Atlanta... let's go! Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette première émission complète de Layup. J'ai un peu bafouillé, j'ai un peu craché, j'ai dit des gros mots, j'ai peut-être dit des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord et j'espère que vous pourrez réagir. N'hésitez pas sur tous les réseaux à mettre un like, à partager, à kiffer, à surkiffer, à adorer. On se retrouve très vite, peut-être pour les déceptions de la conférence Ouest. Je vous laisse, je vais aller apprendre à shooter à Ben Simmons. Et c'est pas facile.